Bonjour à tous, bienvenue. Cindy Lemaître, chargée de mission à la RACT Hauts-de-France. J'ai le plaisir de vous accueillir dans ce webinaire consacré à l'aide à domicile, co-organisé avec la DRETS Hauts-de-France. Alors avant de commencer, deux petites indications techniques. Si vous rencontrez des problèmes, n'hésitez pas à nous le signaler dans le chat, donc l'onglet tout en bas à droite de votre écran. Nous essayerons de vous aider. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à nous les partager tout au long de ce webinaire. Elles seront regroupées et traitées à un moment pour que nos invités puissent vous y répondre. Et vous disposez également d'un onglet sondage que nous utiliserons dans un instant. Alors, ce webinaire est organisé dans le cadre d'une journée d'échange à destination de tous les acteurs du secteur de l'aide à domicile. Cette journée était initialement prévue en décembre dernier, mais compte tenu du contexte, elle a dû être reportée et se tient aujourd'hui 100% en distanciel. L'objectif de cette journée est notamment, dans le cadre des webinaires organisés ce matin, de partager un certain nombre de repères, d'expériences, d'initiatives sur différents thèmes et cet après-midi de construire ensemble des pistes d'action grâce à des ateliers qui se tiendront à partir de 14 heures. Cette journée donnera lieu à la diffusion d'un support qui vous sera partagé et envoyé à l'issue de cette journée. Ce troisième webinaire de la matinée est consacré au thème du développement des compétences, un thème fortement d'actualité, compte tenu des questions qui se posent, notamment en matière d'attractivité du secteur de l'aide à domicile. Avant de céder la parole à la DRETS pour quelques mots d'introduction, une petite et courte présentation de la RACT. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une structure associative, paritaire. Notre mission est de promouvoir l'amélioration des conditions de travail en agissant notamment sur l'organisation du travail et les relations professionnelles. Et dans notre mission, il y a aussi la conception et la diffusion de méthodes et d'outils allant dans le sens de la qualité de vie au travail et de la performance des entreprises. Nous faisons partie d'un réseau national piloté par un établissement public sous tutelle du ministère en charge du travail, l'ANACT, et d'un réseau de 16 associations régionales paritaires. Je passe maintenant la parole à Cécile Delemotte, adjointe à la responsable du pôle travail de la DRETS, et à Virginie Berquet, adjointe au chef de service du pôle entreprise, emploi et compétences du service mutation de l'économie de la DRETS, pour quelques mots d'introduction. Bonjour Madame Delemotte, bienvenue. Oui, bonjour Cindy, merci. Donc, au nom du directeur de la DRET, avec Virginie Berquet, nous sommes très heureuses de vous accueillir ce matin pour ce webinaire qui est consacré au service d'aide à domicile. L'accompagnement du développement du secteur des services à la personne constitue vraiment une priorité pour les services de l'État. Les métiers de l'aide et du soin jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement de notre société puisqu'ils accompagnent la transition démographique avec le vieillissement de la population, le développement des pathologies et des handicaps liés à l'allongement de la vie, mais aussi un taux d'activité des femmes en constante évolution et la recherche d'une conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Alors la crise sanitaire l'atteste également puisque ces métiers ont joué et continuent de jouer un rôle déterminant. Ils ont été en première ligne et continuent de l'être pour accompagner les personnes fragiles. Alors le secteur des services à la personne est un secteur important. Il représente 5% de l'emploi régional et il bénéficie d'un fort potentiel de développement. Il compte parmi les principaux gisements d'emploi qui ne sont pas délocalisables. Il reste cependant encore peu attractif avec des conditions de travail difficiles et fait partie des secteurs sursinistrés de la région, notamment au regard des accidents du travail. Le secteur de l'aide à domicile a été ciblé comme secteur prioritaire par les acteurs régionaux de la prévention dans le cadre du plan régional santé-travail, avec depuis plusieurs années des actions qui visent à promouvoir et à rendre attractif le secteur, à professionnaliser les structures,
à accompagner l'innovation, à prévenir les risques professionnels. Alors, ces actions ont été menées dans les structures avec l'ensemble des parties prenantes, qu'il s'agisse des directions des structures, de l'encadrement, des équipes terrain et des partenaires sociaux, avec le concours de nombreux intervenants, tels que les services de santé au travail, qui sont présents aujourd'hui, la RACT, la CARSAT, les partenaires institutionnels. Toutes ces actions reposent sur une approche renouvelée de la santé au travail qui fait de la préservation de la santé au travail et de la sécurité au travail et de l'amélioration des conditions de travail un levier pour l'amélioration de la qualité de service. Donc à partir des retours d'expérience et des échanges et des propositions qui seront faites tout au long de cette journée, nous pourrons envisager des perspectives d'action du PRST 4, du plan régional santé-travail 4, en cours d'élaboration avec les acteurs régionaux de la prévention. Je laisse la parole maintenant à Virginie Berthet qui nous présente les actions mises à disposition dans le cadre de l'adresse. Bonjour à tous. Alors très rapidement, parce que c'est pas forcément le lieu de faire la pub de nos dispositifs, mais effectivement on travaille étroitement avec le pôle travail sur les questions d'autonomie et de grand âge, notamment parce qu'on a un plan sur le sujet qui est déployé depuis 2021. Avec un focus très fort sur tout ce qui est métier en tension. Donc on a vraiment un gros enjeu pour l'année 2022 sur ce sujet-là. Alors on a tout un tas de dispositifs qui peuvent accompagner les entreprises, mais j'en citerai deux qui concernent plus précisément mon service. Ce sont les contrats d'études prospectives qu'on peut cofinancer pour mener toutes les études possibles et imaginables sur les sujets qui vous concernent. Et puis également les ADEC. Donc les ADEC, ce sont des actions de développement des emplois et des compétences. Comme le disait Cécile, l'adaptation des compétences est totalement cruciale au vu des enjeux qu'on rencontre et des volumes concernés par ces enjeux. Donc c'est aussi des sujets sur lesquels on peut accompagner des partenaires pour réfléchir à des parcours de formation, d'adaptation de compétences. On est vraiment dans la co-instruction et la co-construction de projets, donc il ne faut pas hésiter à nous contacter. Et c'est vraiment une priorité numéro 1 pour l'année à venir. Merci. Merci à toutes les deux pour ces quelques mots d'introduction. Alors, avant d'accueillir et de présenter nos intervenants, nous vous proposons maintenant un sondage pour connaître le profil des participants à ce webinaire. Alors, pour répondre, il vous suffit d'aller en bas à droite de votre écran. Vous avez un onglet sondage et de cocher voilà, ce qui vous correspond. Ce qui correspond à votre fonction. Je le fais en même temps que vous. Voilà, donc êtes-vous dirigeant ou encadrant de structure, représentant du personnel, acteur relais institutionnel ou consultant? Donc les résultats sont en train de nous parvenir. J'attends quelques petites secondes puisque ça continue encore à évoluer. Alors, donc on arrive à une bonne cinquantaine de votes et la tendance n'évolue plus. Donc voilà, globalement, les participants à ce webinaire sont voilà, une majorité de dirigeants, d'encadrants de structures pour 40%, des acteurs institutionnels de type collectivité territoriale ou administration publique pour un tiers, des acteurs relais de type fédération d'employeurs, services de santé au travail, acteurs emploi-formation ou syndicats de salariés pour une petite vingtaine de pourcents. Alors les 8% autres, voilà, on ne pourra pas en dire grand-chose. On a aussi 6% de représentants du personnel ou salariés du secteur et 2% de consultants. Alors, pour partager avec nous leurs travaux, leurs initiatives, nous accueillons pour ce temps d'échange qui sera animé par ma collègue Perrine Anicotte, qui est chargée de mission à la RACT comme moi. Donc, nous accueillons 3 intervenants. D'abord, Mohamed Asfouri, qui est responsable de projet au sein de la direction de la formation professionnelle du Conseil régional Hauts-de-France. Bienvenue.
Jason Sauve, qui est chargé de mission à l'ARACT Hauts-de-France. Bienvenue aussi, Jason. Et Tommy Dubois, qui est ergonome au sein du plateau pluritechnique du pôle santé-travail. Bonjour, Tommy. Donc, je laisse la main à ma collègue pour animer ces échanges. Merci beaucoup Cindy. On va commencer par un échange avec la région et plus précisément avec Mohamed Asfouri. On souhaitait vous partager une initiative avec la mise en place du hub emploi-formation mis en place et animé, coordonné, piloté par la région. Mohamed, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et nous expliquer pourquoi est-ce que ce hub emploi-formation a été mis en place? Bonjour à toutes et à tous. Merci d'abord pour l'invitation, hein, pour cet événement qui me paraît donc très intéressant. On m'entend bien? D'accord. Le hub emploi-formation, certes une initiative de la région suite donc au copil du contrat de branche hein, dynamique Génération S, mais c'est aussi donc le fruit du travail d'un collectif de travail constitué des principaux partenaires de cette dynamique Génération S. Avant toute chose, hein, c'est quoi un hub emploi-formation? C'est tout d'abord, hein, pour clarifier un peu donc, les concepts, c'est une instance opérationnelle pour concentrer les efforts au service de l'emploi et des entreprises, au regard des grands enjeux du contrat de branche Génération S, comme je viens de le citer. Il s'agit en fait donc d'observer, analyser, évaluer les besoins emploi-formation, faire connaître les métiers, développer l'innovation et accompagner les entreprises. Autour donc de deux principaux objectifs, agir avec célérité et efficacité sur les problématiques de recrutement, faciliter les mises en relation et la coordination des actions entre les entreprises et les acteurs de la formation et de l'emploi. La plus-value donc du hub, d'abord, des processus de recrutement et de formation revisités afin de trouver des solutions concrètes et innovantes aux problématiques emploi-formation des entreprises. Le développement de parcours dits gagnants vers des métiers en tension, reposant sur une logique de parcours sans couture et sur mesure, et sur l'association des employeurs et branches professionnelles dans le processus de formation, de sélection des publics et d'intégration dans les entreprises. En termes de démarche, le hub, donc il faut savoir que le hub travaille en transversalité sur les questions économie, formation, emploi, à travers 5 grandes thématiques qui sont donc d'abord l'attractivité des métiers et des formations, la formation elle-même, les processus donc de parcours, emploi, recrutement, intégration, fidélisation et sécurisation des parcours des salariés, innovation prospective pour s'adapter aux évolutions. Le hub propose une offre de services diversifiée comprenant notamment l'identification des problématiques emploi-formation et la mise en œuvre de solutions concrètes, réactives et efficaces. Le repérage de bonnes pratiques de recrutement dans une optique d'essaimage régional. La mise en place d'événements régionaux et territoriaux sur l'attractivité du secteur, la formation et le recrutement. La mise en lisibilité et l'articulation des différents dispositifs d'accompagnement RH des entreprises pour améliorer l'efficacité. Le hub est par principe donc régional et le périmètre d'action est défini par le collectif du travail, ce qui n'empêche pas bien évidemment des actions à l'échelle de chacun des territoires de notre région. Lors du lancement donc du hub, les partenaires et le collectif du travail, hein, au sens large, se sont accordés pour orienter ce hub sur les métiers en fait de l'aide à domicile en tension. Les axes de travail qui ont été définis avec les partenaires, relèvent d'abord des actions de sourcing, qui incluent bien évidemment donc l'attractivité des métiers, les actions préalables
ou préparatoire pour l'accès donc à la formation ou à l'emploi. Et un autre axe qu'on avait abandonné donc avec les partenaires rapidement concernait les passerelles, l'organisation des passerelles du secteur de la propreté vers le secteur de l'aide au domicile. Cet axe a été donc abandonné tout simplement parce que le secteur de la propreté exprime également donc des tensions. En ce qui concerne les actions concrètes du hub engagé donc à la date d'aujourd'hui, dans le cadre bien évidemment du sourcing que je viens de citer et de la sensibilisation donc des publics au métier de l'aide à domicile, le collectif du travail s'accorde sur la mobilisation des plateaux techniques des organismes de formation pour donc la découverte des métiers, susciter l'appétence à la formation et d'engager des actions préqualifiantes ou qualifiantes ou d'accès à l'emploi. Une concertation donc avec l'ensemble des organismes de formation de la région, quel que soit le financeur, est en cours de programmation afin d'explorer les possibilités offertes en termes de mobilisation donc, de ces plateaux techniques. Et la mise en place de webconférences sur les dispositifs à disposition des entreprises pour former les demandeurs d'emploi. Le but étant d'informer sur les outils d'accompagnement disponibles et de les articuler au mieux. Sans être exhaustif, sans concerner les dispositifs de Pôle emploi, AFPR, les dispositifs de l'alternance pour les OPCO, les dispositifs en partenariat OPCO pour l'emploi tels que les POEI ou encore les POEC, ainsi que les dispositifs de formation continue, bien évidemment, donc de la région. Donc, voilà ce que je peux dire d'une manière succincte en ce qui concerne donc, le hub emploi-formation et je reste à votre disponibilité durant tout ce temps d'échange pour répondre aux éventuelles questions. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de présenter, faut dire aussi des travaux qui sont en cours. Hein. Donc, voilà, c'est tout à fait en cours de construction, même si voilà, les actions se dégagent déjà et qu'elles sont déjà initiées. Mais c'est vrai que c'est voilà, c'est assez récent, finalement, la construction de ces actions. Peut-être rester à l'écoute parce qu'on va échanger avec Jason sur un projet qui a été développé par l'ARACT et ça sera intéressant aussi d'avoir votre regard sur ce projet. Jason, c'est vrai que la région, donc à travers ce hub, développe des actions sur le champ du développement des compétences. Elle a aussi mis en place le dispositif Format Innovation. Et c'est dans ce cadre que l'ARACT a développé un projet expérimental, partenarial, pour tester des nouvelles modalités pédagogiques dans le secteur. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit, puis comment est-ce que tu as mené ce projet qui est encore en cours? Alors oui, avec plaisir. Mais d'abord, bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation. Alors oui, en effet, ça va compléter les propos de M. Asfouri. La région de France porte le dispositif Format Innovation qui permet d'expérimenter des projets qui vont apporter des solutions concrètes aux besoins d'insertion et de formation, notamment auprès des demandeurs d'emploi et des salariés en situation de précarité. Et c'est dans ce cadre que l'ARACT a déposé en 2018 et pilote encore aujourd'hui le projet Forever Adom qui vise à tester des nouvelles modalités pédagogiques dans le secteur des services à la personne. Alors, cette nouvelle modalité pédagogique qu'on est venu expérimenter, c'est la réalité virtuelle, donc, qui est un outil, une technologie qui permet d'immerger grâce à un casque et à des manettes, une personne dans un environnement 3D qu'elle peut percevoir et avec lequel elle peut interagir quasiment comme elle le ferait en réalité. Alors, pourquoi ce projet et pourquoi cette technologie ? Pour la petite histoire, il faut savoir qu'avant de lancer ce projet, on a organisé avec Reviatech, donc qui est une société qui a développé notre application. On a organisé avec cette entreprise quelques réunions avec des acteurs de différents secteurs professionnels pour présenter l'outil et identifier des secteurs pour lesquels elle pourrait être pertinente. Et ces échanges nous ont menés tout droit vers les secteurs des services à la personne et plus particulièrement auprès des aides à domicile aux personnes en situation de dépendance. Et ça pour plusieurs raisons. Tout d'abord, pour rebondir sur ce que disait M. Asfouri, sur la question des métiers en tension. Donc, on est face
à un secteur où on a une forte complexité des conditions de travail, qui repose notamment sur le fait que le métier il se déroule directement sur le lieu de vie du bénéficiaire. Donc on retrouve forcément une variabilité qui est énorme dans l'activité, avec autant de situations possibles que de combinaisons envisageables entre tous les paramètres du métier, donc la situation du bénéficiaire, la configuration du domicile, le cadre organisationnel de la structure, on a également le contenu du plan d'aide, ou encore les équipements disponibles à domicile, sans oublier évidemment les aléas qu'on peut retrouver dans le travail. Alors justement, malgré cette complexité de ce métier, c'est une activité qui ne nécessite pas nécessairement de certification pour être exercée. Donc ce qu'on voit et ce qu'on retrouve souvent dans le secteur, c'est qu'on a des intervenants qui sont envoyés sur le terrain sans réelle formation au préalable. Et en parlant justement de formation, sur le secteur, on retrouve également des limites importantes au niveau des ressources pédagogiques qui sont mobilisables et qui sont mobilisées par les structures et organismes de formation. Donc, vous avez notamment des démarches de professionnalisation qu'on a déjà citées, comme les pratiques de tutorat, de binomage, qui sont pas simples à mettre en œuvre au regard des ressources disponibles dans le secteur et des contraintes qu'il rencontre. On a également des outils en formation qui ne permettent pas toujours de représenter la grande diversité des situations que j'ai évoquées juste avant. Alors, on a par exemple les appartements pédagogiques, donc ces plateaux techniques, qui sont intéressants bien sûr du point de vue formatif, mais qui sont figés puisque finalement c'est juste la reproduction d'un seul environnement. Donc on ne va pas pouvoir jouer toutes les configurations possibles dans cet espace qui est limité. Et enfin, le titre d'assistant de vie aux familles, par exemple, donc c'est le titre de référence sur le métier d'aide à domicile, c'est 840 heures de formation, dont 7 semaines sur le terrain. Donc évidemment, dans ce laps de temps qui est aussi assez court, on ne peut pas former les apprenants à toutes les situations de travail qu'ils vont rencontrer au quotidien. Et en plus, dans le cadre de cette formation sur le terrain et aussi dans les salles de formation, on ne va pas non plus pouvoir provoquer certaines situations pour des raisons éthiques. Donc, par exemple, on ne va pas faire monter l'apprenant sur une chaise et casser le pied pour lui montrer qu'il peut tomber, et on ne va pas non plus donner un médicament non prescrit au bénéficiaire en vraie situation pour voir les conséquences que ça peut avoir sur la personne. Donc, face à ces différents constats, on a donc monté et mené ce projet depuis environ 2018, donc jusqu'à 2021, avec Reviatech et plusieurs partenaires. Donc, on a étoffé le partenariat au fur et à mesure. Donc, vous avez notamment Osange et Pays de Bray Services, qui sont des services d'aide et d'accompagnement à domicile en insertion basés dans la Somme et dans l'Oise. Et on a également associé le Conseil régional, la G2R La Mondiale, qui cofinance ce projet, l'ADRETS, anciennement Direct, l'OPCO Uniformation et 2 organismes de formation, donc Offre et ACIB, qui sont les OF partenaires des structures du projet. Et donc, parmi ces acteurs, on a reconstitué un groupe de travail avec les structures de service à la personne, les organismes de formation et Reviatech pour venir construire des scénarios exploitables en réalité virtuelle afin de mener des expérimentations. Alors, pourquoi une expérimentation et pas directement passer à une application finalisée, commercialisable? Parce qu'en fait, il faut remettre ça un petit peu dans le contexte du développement de cette technologie. La réalité virtuelle, ça a déjà fait ses preuves pour d'autres secteurs tels que l'aéronautique ou encore l'automobile dans le milieu formatif, mais c'est une modalité pédagogique qui est très peu utilisée dans le secteur des services à la personne et pour lesquels on a peu de recul. Donc nous, pour mener ce travail, on a mis en place une démarche en plusieurs temps. Donc, tout d'abord, on est allé jeter un œil aux étapes de développement d'une application pour voir comment ça se construit et identifier un petit peu les besoins du prestataire. Ensuite, on a mené un travail d'analyse auprès des structures pour comprendre la réalité du travail des intervenants et donc appréhender un petit peu leur quotidien. Donc pour ça, on a fait des méthodes plutôt classiques, des entretiens, des groupes de travail et des observations directement sur le terrain. Et parallèlement à ça, on a jeté également un œil au référentiel métier du titre ADVF pour aller voir un petit peu ce qui se disait au niveau du prescrit. L'idée derrière tout ça, c'était de venir créer une bibliothèque de situations et recueillir le plus d'éléments possibles sur le travail, pour passer ensuite à l'étape de scénarisation qui visait à concevoir des histoires, des situations caractéristiques du métier, exploitables en réalité virtuelle, qui soient en lien avec les référentiels et la réalité du travail des aides à domicile. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la scénarisation, parce qu'il faudrait un petit peu plus de temps, mais si vous voulez plus d'informations sur ces aspects, sur la façon dont on a procédé pour écrire ces histoires, je vous invite à aller consulter le podcast de la Racto de France qui s'appelle Ça va le boulot et dont le premier épisode est consacré à la réalité virtuelle pour la formation professionnelle.
Voilà, grâce à cette méthode que vous pourrez découvrir dans le podcast, on est parvenu à écrire 3 histoires différentes dans lesquelles l'apprenant doit réaliser pour chacune des histoires une intervention de A à Z auprès d'un bénéficiaire virtuel. Donc, c'est Madame Tilleul, une bénéficiaire âgée de 88 ans qui souffre d'arthrose et de diabète et qui a un chien. C'est plutôt une situation classique. Et chaque histoire démarre au moment où l'intervenant arrive au domicile du bénéficiaire et se termine une fois que l'apprenant a réalisé l'ensemble des missions qui lui sont confiées par le bénéficiaire. Ces 3 histoires, elles vont faire vivre des situations différentes à l'apprenant, dans lesquelles il va devoir effectuer certaines tâches du métier et résoudre des problèmes auxquels il va être confronté. Et d'ailleurs, ce sont des problèmes qu'il pourrait très bien rencontrer dans sa vie professionnelle à venir ou en cours, puisqu'on s'est inspiré de la bibliothèque de situations pour les construire. Et concernant ces situations, ce sont volontairement des situations classiques du métier qui reviennent assez souvent dans le secteur. Donc, sans rentrer dans le détail, encore une fois, je vous renvoie au podcast. On a des situations en lien avec le travail en hauteur, la gestion des denrées périssables, la distribution des médicaments, la préparation des repas ou encore le bain de pied pour personnes diabétiques. Et donc, avec ces différentes histoires, ces différents scripts qu'on a pu produire, le prestataire a ensuite développé une application qu'on a appelée Prototype. Et on s'est servi de ce démonstrateur pour mener des expérimentations durant près d'une année dans le cadre d'actions de formation. Et dans ces expérimentations, l'idée, c'était de venir tester l'outil et cette modalité dans différentes configurations. Donc, par exemple, on l'a testé auprès de publics novices, auprès de publics plus confirmés, donc avec un peu plus d'ancienneté, ayant déjà eu des formations préalables. Et on l'a également testé dans un format individuel, donc en tête-à-tête, apprenant-formateur, et dans un cadre plus collectif, avec des groupes de 3 apprenants, où une personne était immergée dans le casque, pendant que les 2 autres pouvaient observer ce qui jouait sur un écran à travers le point de vue de l'apprenant. Merci Jason pour nous avoir expliqué alors rapidement et en faisant référence à d'autres choses parce qu'effectivement c'est un projet qui est mené depuis quelques temps, donc c'est compliqué. La demande de résumer en quelques minutes est complexe. Peut-être tu peux nous préciser quels enseignements on peut tirer déjà de ces expérimentations qui ont eu lieu et peut-être, alors tu viens d'en dire un petit mot, mais l'usage aussi qu'on peut en faire, c'est-à-dire dans quel contexte, pour qui, pourquoi. Si tu peux nous apporter quelques repères sur ça. Ok. Alors, les enseignements qu'on a pu tirer de ces expérimentations, il y en a plusieurs. Alors, il y a beaucoup d'avantages. Donc, tout d'abord, c'est un outil qui va permettre de mettre en situation les personnes dans des environnements variés. Donc, concrètement, vous avez plusieurs appartements témoins virtuels qui peuvent tenir dans un sac à dos ou une petite valise et qu'on peut déployer dans des petits espaces. Donc, une plateforme de réalité virtuelle, ça occupe à peu près 12 mètres carrés, dans lequel on peut jouer un appartement qui représente par exemple 60 ou 90 mètres carrés. On n'a pas de limite par rapport à ça. Ensuite, vous avez une immersion qui est quasi totale. Donc, il n'y a pas de gêne dans l'apprentissage lié à l'environnement extérieur, puisque la personne est isolée par le casque dans le contenu de formation. Donc, ce qui permet également de supprimer le regard des autres, puisqu'on ne voit pas les observateurs autour et que l'attention elle est portée sur l'environnement virtuel. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est une modalité qui permet de mettre en situation les apprenants dans des situations qu'on ne pourrait pas reproduire dans le réel. Donc, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, puisque là, en virtuel, vous avez le droit à l'erreur. C'est même encouragé dans cette modalité pédagogique, puisqu'il n'y aura aucun impact sur le réel et qu'on peut revenir en arrière à tout moment. Donc, on a un environnement de formation qui est sécurisant et qui permet aussi de montrer les réelles conséquences des contre-pratiques, même si je n'aime pas ce terme, ou en tout cas des erreurs qui peuvent être effectuées dans l'action de formation. Et un autre point fort de cette techno, de cette modalité, et c'est peut-être le point fort de cet outil, c'est son aspect ludique et interactif. Donc en fait, vous avez des apprenants qui vont découvrir autrement les contenus de formation. Ils ne vont plus être passifs dans cet acte formatif, mais ils vont devenir acteurs. Donc là, on n'est pas sur de la vidéo 360 degrés. Là, ici, la personne doit se déplacer, elle doit attraper, manipuler des objets, elle doit effectuer des actions avec son corps pour que l'histoire se déroule. Et ensuite, c'est une modalité, et là, ça renvoie justement aux conditions d'usage. Et voilà, dans quel cadre est-ce qu'on l'utilise? C'est une modalité qui va permettre aux formateurs et aux apprenants de se concentrer sur la pédagogie et le contenu. Alors, je m'explique, c'est ce qui se passe souvent dans le secteur, c'est que c'est soit le formateur ou soit un autre stagiaire qui va jouer le rôle du bénéficiaire fictif. Donc, ils vont être plus concentrés sur le jeu de rôle que sur la formation en tant que telle. Ici, ça va être l'outil qui va porter le contenu,
Donc, le formateur et les apprenants peuvent se recentrer sur l'acte de formation en tant que tel. Et puisque c'est là aussi tout l'enjeu derrière ces modalités un peu innovantes, c'est de redonner la main au formateur et à l'apprenant sur l'acte de formation. Donc l'idée, c'est surtout pas de remplacer le formateur, mais de lui donner un nouvel outil complémentaire, parce qu'aussi, il faut considérer que ça reste qu'un outil dans ce dispositif, qui permet d'aborder bien sûr différemment les contenus de façon interactive, ludique et sécurisée. Mais voilà, c'est un outil autour duquel il faut quand même construire des usages et du collectif. Donc là, nous, ce qu'on envisageait, c'était de l'utiliser dans deux modalités différentes, soit dans le cadre d'actions de formation avec des OF. Donc voilà, c'est dans cette modalité-là aussi qu'on l'a testé, c'est-à-dire dans des actions qui sont officielles, entre guillemets. Mais on peut également l'envisager dans le cadre d'animation d'espaces de discussion en interne. C'est-à-dire qu'on a aussi testé l'outil en interne dans la structure, en dehors d'actions de formation, voilà, pour faire discuter les gens, faire de l'échange de pratiques autour de situations concrètes qu'on amène avec le virtuel. Et l'intérêt que ça peut avoir aussi, c'est que du coup, ce sont des situations fictives virtuelles. On peut animer des échanges de pratiques en dépassant ce qu'on retrouve aussi parfois dans le secteur, le jugement de valeur, voilà, le jugement sur les situations qui sont vécues par les uns et les autres. Merci beaucoup, Jason. Ça serait peut-être intéressant, Monsieur Asfouri, là, d'avoir justement votre regard, ou en tout cas, voilà, est-ce que ça fait écho aux actions du Hub, ce que le projet là dont vient de parler Jason? Oui, bien évidemment, il y a des liens. Tout d'abord, merci à Jason pour cette présentation très synthétique et puis très objective, qui fait parler justement une pratique très intéressante et la mobilisation d'un dispositif comme il se doit. Je dirais donc oui, des interactions bien évidemment. Donc d'abord à travers ce témoignage et cet exposé, donc on voit bien la nécessité de former, les difficultés des structures, les difficultés liées aux outils de formation que nous avons aujourd'hui, et notamment celles liées aux mises en situation professionnelle. Jason a cité par exemple même au titre des formations certifiantes, on n'a que peu d'heures, je dirais, pour les mises en situation et les pratiques professionnelles, ce qui reste en soi donc un problème justement pour la qualification des publics, pour qu'ils soient donc opérationnels pour les métiers envisagés. En termes d'articulation, justement, des dispositifs, moi, je vois donc toute la place qui est donc accordée à l'innovation, qui est aussi donc un axe, une préoccupation pour le hub emploi-formation. Innovation qui est aussi un angle donc d'attaque pour surmonter, je dirais, les difficultés identifiées et pour s'adapter aussi aux évolutions. Le lien aussi avec le hub, c'est cet objectif de repérage, de bonnes pratiques de recrutement, qui est un objectif du hub. Et là, en soi, donc, la mobilisation qui vient d'être exposée au titre donc du dispositif format innovation du Conseil régional. Vous voyez, on cherche à articuler aussi donc les choses et à recenser les expériences intéressantes. Quelques problématiques ont été citées, notamment donc celles liées donc au tutorat, qui n'est pas donc simple à mettre en place. Moi, je dirais tout ça nous conduit donc à une réflexion, en tout cas qui vient donc à laquelle que je viens d'avoir, tout simplement, c'est pas préparé, mais je dirais on passe d'une logique de former pour insérer, qui est donc une organisation donc qu'on a explorée jusqu'à maintenant par le biais donc de différents outils, à la nécessité justement de passer vers une logique de insérer plutôt pour former. Donc qui permet aussi donc de résoudre un certain nombre donc de problématiques, de problèmes ou de difficultés qu'on a constatées.
Mais si on passe à cette logique qui me semble donc aujourd'hui nécessaire, le travail, il faut le considérer, à mon sens, comme un outil de formation et d'insertion. Donc là, c'est carrément pour moi donc une révolution au regard des dispositifs et d'outils qu'on a mobilisés jusqu'à maintenant. Mais ça pose quand même un certain nombre donc, de questions. La première qui me vient donc à l'esprit, c'est une question de statut des personnes donc, qui sont dans le process justement de qualification et de formation. Parce que qui dit travail, dit salarié, et pose la question du statut en termes donc pour des questions juridiques. Mais c'est pas un problème insurmontable pour moi dans le sens où nous avons en fait des dispositifs et des outils adéquats. C'est juste, bon, pour moi, il convient peut-être de porter la réflexion sur ce changement donc de posture pour justement profiter pleinement des outils offerts par les entreprises pour former les bénéficiaires et envisager leur insertion donc durable. Et on gagnerait sur les deux tableaux, l'insertion des personnes, mais aussi pour faire face aux problèmes de recrutement des employeurs. Merci beaucoup pour cette réaction à chaud. Alors, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions. On va les garder pour la fin. On va continuer sur ces questions de développement des compétences, réflexion aussi sur la place de la formation, les modalités de formation, avec Tommy Dubois. Donc, bonjour Tommy. Donc, vous êtes ergonome à Pôle Santé Travail. Et puis, avec vos collègues, vous travaillez notamment au lien entre santé au travail et développement des compétences. En tout cas, c'est ce sur quoi on vous a questionné pour ce webinaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus les liens que vous faites entre ces questions de santé au travail, dont on a plus parlé dans les autres webinaires, et puis cette question du développement des compétences? Oui, bonjour et merci pour l'invitation. Peut-être une petite introduction, puisque ça n'a pas été trop fait, mais donc je travaille dans un service de prévention et de santé au travail interentreprises, comme mes collègues qui ont fait les autres webinaires. Je rappelle juste que on fait partie des métiers en tant qu'ergonome, toxicologue industriel ou psychologue du travail qui sont à disposition des médecins du travail pour accompagner les entreprises dans leurs questions et leurs enjeux en matière de santé et de conditions de travail. Donc, j'invite évidemment toutes les entreprises de ce secteur, évidemment d'autres secteurs, parce que j'ai vu qu'il y avait aussi des personnes des EHPAD, etc., de pouvoir justement travailler de manière locale avec nous-mêmes. Et puis, le fait qu'on soit tous présents ici, on va dire, les différents institutionnels de la prévention montrent que, quelle que soit la personne que vous sollicitez, vous tapez toujours à la bonne porte. Donc, ceci étant dit, je vais traiter moi plutôt de la question, non pas en amont, comme ça a été fait par M. Asfouri et M. Sauve, mais plutôt en aval, puisqu'on accompagne les entreprises dans le cadre justement du développement des compétences. Donc, le développement évidemment des compétences, nous, de notre point de vue d'intervenant en santé de travail, c'est un vecteur de développement de la santé. Apprendre, c'est développer sa santé. C'est aussi important de le rappeler. Utiliser et développer, donc apprendre, mais aussi les utiliser dans l'action, dans la maîtrise des situations, c'est une source d'épanouissement aussi au travail. C'est important aussi de le rappeler. À l'inverse, quand on subit le travail, quand on perd la main sur les situations de travail, là, au contraire, c'est un vecteur plutôt, malheureusement, de dégradation de la santé. Je dis ça parce que parfois, on fait un lien assez hygiéniste et direct entre problèmes de dos et manutention, mais que les leviers, ça a été évoqué dans quelques webinaires ce matin, les leviers de l'organisation, du collectif, de l'entraide, bref, de tout un tas d'éléments, permet aussi de développer la santé. Et justement, je voulais insister sur la place que peut avoir la formation dans cette dynamique-là. Parler du travail, évidemment, c'est bon pour la santé. On peut faire un constat aussi, peut-être avant de rentrer sur le vif du sujet, sur un peu critique parfois, entre parenthèses, des formations qui sont suivies, alors pas que dans le champ des aides à domicile,
dans beaucoup de secteurs d'activité, la formation, elle peut être individuelle, technique, prescrite, descendante aussi, et donc un peu passive pour ceux qui assistent et parfois aussi déconnectée de la réalité du terrain. Parfois aussi, plus particulièrement dans l'aide à domicile, on a des dispositifs de formation qui peuvent se limiter à des actes d'hygiène qui sont certes nécessaires, évidemment, mais on sait bien, je pense que si on est tous là, c'est qu'on a conscience qu'accompagner les personnes, c'est une chose, mais prendre soin d'eux, ça ne se limite pas justement à l'hygiène aussi des corps. Donc, évidemment, si les formations se limitent à ça, ça va renvoyer les professionnels à une vision un peu réductrice aussi de leur travail, de leur fonction, de leur rôle, dont on a, encore une fois, dans la crise sanitaire, rappelé la notion d'utilité. Et la formation, dans ce cas-là, peut soulever plus de paradoxes que de répondre à des problématiques que les professionnels rencontrent dans le cadre de leur activité. Donc, le plan de formation, le choix des thèmes qui sont identifiés par l'entreprise, c'est une vision, une traduction de la reconnaissance qu'a une organisation du travail sur ses métiers. En ce sens, elle doit constituer un levier, justement, la formation, pour mettre en débat des problématiques que les salariés rencontrent, pour construire justement de nouveaux leviers en matière de santé et de conditions de travail. Le plan de formation, c'est certes un investissement humain que les structures engagent, à peu près 2%, si on en croit les branches, mais également aussi, et ça a été évoqué notamment dans le webinaire de ce matin, le deuxième webinaire, les moyens que mettent à disposition les structures qui financent, notamment le département, pour ne pas les citer. Et il y a eu un tas d'expérimentations relativement intéressantes pour financer du tutorat, pour développer l'accompagnement de nouveaux métiers, pour aider les intervenants au domicile à déployer le plan d'aide, etc. Donc, vous voyez que là, on est dans une formation plutôt ancrée sur le réel et sur les situations, dans l'action qui justement permet justement de pouvoir un peu plus traiter les problématiques, les aléas, etc. Alors, du coup, pour donner quelques exemples de ce que certaines structures ont pu développer de manière diversifiée, ils sont passés justement d'une approche parfois un peu limitée à l'hygiène des corps, à une approche un peu plus globale des personnes. Moi-même, ayant fait plusieurs études, j'étais parfois assez surpris du fait que les intervenants au domicile ne connaissent pas les pathologies liées au vieillissement. Donc, dont la démence ou d'autres qui expliquent aussi les comportements parfois violents ou autres des personnes à leur domicile. Donc, comprendre ce qu'est le vieillissement, les différentes formes pathologiques du vieillissement, la question de la préservation de l'autonomie aussi, la participation active des personnes à leur acte de leur vie quotidienne, le fait de penser l'alimentation aussi, comme un acte de la vie quotidienne et non pas uniquement un acte nourricier, on va dire, de besoin physiologique vital, mais aussi un acte de la vie. Gérer le paradoxe aussi dans les temps, entre les temps que les professionnels ont à disposition. On n'a pas trop parlé, mais c'est quand même un peu, je pense, le point d'angulation entre les temps financés, le contenu du plan d'aide et les besoins en temps réel que les intervenants constatent quand ils arrivent au domicile des personnes. Voilà, donc ces temps-là, ça doit faire l'objet aussi d'une discussion, d'un rapport au temps, puisque forcément, le rapport au temps d'un intervenant est absolument pas du tout le même de celui d'une personne âgée ou d'une personne dépendante. La confrontation à la détresse, la précarité, la mort aussi, tous ces éléments-là sont des sujets, moi, dans plusieurs études, j'ai vu qu'ils n'étaient pas souvent abordés, et pour certaines entreprises, structures, associatives ou entreprises, ça a pu être des sujets qui ont été développés dans leur plan de formation. Comment est-ce qu'ils l'ont déployé? Je trouvais ça intéressant, ça faisait écho aussi au deuxième webinaire, notamment de l'intervention de Madame Marjorie Lefebvre de Canopé. C'est-à-dire que il y a eu un appel au volontariat et chacun a pu se former, on va dire, et devenir référent d'une brique. Je donne un peu des briques, faire référence à l'architecture, mais chacun, en gros, a souhaité se spécialiser sur un élément de l'accompagnement des personnes et du coup aussi transmettre ça via le tutorat
auprès de ses collègues en accompagnement en tournée, du coup en choisissant sur quelle personne on va traiter tel sujet. Donc on voit bien là que ça a déjà un facteur d'accompagnement et de tutorat en situation réelle et aussi un vecteur de reconnaissance aussi du travail, quoi, aussi. Voilà. Donc quand la formation elle se couple à l'action, évidemment, son apport est bien plus important pour les métiers. Je ne dis pas ça par rapport à ce qui vient d'être présenté, puisque là, on est en amont. Hein, j'ai bien précisé, et je trouve très intéressant le projet qui a été présenté par M. Asfouri et M. Sauve. Et voilà, pas oublier évidemment aussi l'encadrement, les acteurs de la gestion des prestations, puisque entre les logiques métiers, on a tout un tas de situations réelles de travail qui poussent au conflit de logique, la gestion de l'absentéisme, le besoin d'activité, de continuité de l'activité de service auprès des personnes. Si ces éléments-là ne sont pas discutés dans des temps d'échange collectifs, ça reste des conflits qui deviennent des conflits de personnes et évidemment, tout ça va nourrir la dégradation de santé, de l'absentéisme, etc. Donc, la formation elle peut permettre aussi, et c'est ce qui était dit, et je le reprends, de travailler aussi des relations de confiance dans la mesure où on parle des situations réelles, non pas des situations présupposées ou encore, une fois, des soi-disant bonnes pratiques qui permettraient de résoudre tous les problèmes. Tommy, avant de te poser une question, peut-être juste faire un petit récapitulatif pour mon collègue Jason, pour pas qu'il soit nommé, qu'il soit connu sous un faux nom en France entière. C'est rien, c'est Jason Sauvé. Hein, Sauvé, oui. Voilà. C'est rectifié, Jason. Merci. Je t'en prie, ça me fait plaisir. Tommy, tout à l'heure, tu as expliqué que la vision aussi qu'on a du métier, finalement, ça va trouver une traduction concrète dans la formation, les efforts aussi qu'on peut déployer en termes de formation, les contenus, les thématiques abordées. Il y a une dimension aussi qui est importante dans cette vision du métier, c'est un constat qui est en lien aussi avec des représentations sociales, mais c'est le constat d'une forte féminisation des métiers du secteur. En quoi est-ce que cette question de l'égalité professionnelle, de la mixité professionnelle, en quoi est-ce que ça constitue un enjeu sur ce champ du développement des compétences selon toi et évidemment des questions des enjeux de santé au travail? Donc, 96% des salariés du segment de marché sont des femmes, 60% ont plus de 45 ans et presque 9 sur 10 travaillent temps partiel. Si je pose ce constat-là, c'est que je fais un constat un peu plus global aussi sur les inégalités de genre, toutes professions confondues, puisque les femmes, c'est 51% des salariés en France et c'est 80% des emplois à temps partiel. Donc, le choix du temps partiel, évidemment, il évolue en fonction de la catégorie socio-professionnelle. Et donc, dans les métiers quand même de l'aide à domicile, qui sont des métiers, on a parlé de la qualification, la formation et peut-être l'évolution de la professionnalisation de ce métier, doit faire évoluer aussi le temps de travail. Ce matin, vous voyez qu'on était un peu dans la passe au premier webinaire qui se dit, en fait, on a revu les plannings, c'est impossible de créer un temps de travail complet. Pour moi, la problématique, elle est inverse. C'est-à-dire qu'on a des modalités de financement qui déclinent des modèles d'organisation pour lesquels on ne peut pas donner un temps de travail suffisant. Donc, si on ne sort pas de ça, on aboutira toujours à la partialisation des temps et à la précarisation du travail. Rappelez que le salaire médian, c'est à peu près 860 € et que à peu près 70% des métiers sont éligibles au RSA. Donc, et pour faire le lien avec l'identité professionnelle, qui très souvent parle du vécu, des relations, de l'appartenance, des perspectives, des trajectoires, le genre, évidemment, est un des éléments qui ressort en haut du tableau parmi les autres dimensions. Quand vous n'avez pas de problématique de genre ou d'inégalité ou différentes formes, là, qui touchent quand même à la précarité du travail, il faut quand même parler de la réalité aussi de ces métiers-là, eh bien, ça va se focaliser sur le genre. Donc, évidemment, sur ces métiers-là, je pense que c'est Madame Delmotte qui le disait en introduction, l'évolution de ces métiers-là, de l'aide au domicile, ça vient aussi en lien avec le développement et l'évolution du travail des femmes depuis plus de 50 ans, puisque
cette évolution a permis progressivement aussi de créer des besoins de l'aide dans la gestion des tâches domestiques. Et je dis domestique, c'est pas péjoratif, bien au contraire. Ça explique aussi peut-être pourquoi le type de métier des aides à domicile a longtemps été, il l'a encore toujours, relativement peu qualifié et peu reconnu, notamment par rapport à la représentation sociale qui est liée. Cette division sexuelle du travail, elle est marquée dans la même logique qu'elle est dans le cadre, malheureusement, de la vie privée familiale. Je vais faire juste, je suis un homme et je le dis, sans aucun problème. J'aurais pu faire évidemment le parallèle inversé avec les métiers du bâtiment, dominante masculine. Mais au-delà de ces représentations-là, c'est bien le marqueur quand même des conditions du travail de manière globale qui amène à un déterminisme genré du travail. Je l'ai dit, 80% des temps partiels sont occupés par des femmes, par des femmes, pardon. Donc, la représentativité des femmes, c'est pas le fond du problème en tant que tel. Le fond du problème, c'est les formes de qualification du travail qui sont pas reconnues, qui sont persistantes, notamment à travers ces problématiques de genre. On pourra avancer que si on avance en gros sur les questions sociales du travail. Le secteur recrutera pas d'hommes s'il propose des 20 heures semaine, etc. C'est tout. Et ça ne fera qu'accentuer le marquage d'inégalités de genre dans le temps de travail, l'accès au métier, etc., etc. Bon, ça a été dit aussi, le secteur il va se développer, c'est à peu près à 300 000, ça devrait évoluer. Je rappelle que les 75 ans, ils vont doubler d'ici 2070, de 9 à 18%. Il est, je pense, relativement urgent que globalement notre pays mette un peu plus de PIB que ce qu'il met, c'est-à-dire 1%, là où d'autres y mettent 3%, ce qui permettra quand même de donner aux structures qui nous suivent ici des moyens et des modèles de financement qui permettent à la fois d'intégrer pas uniquement du temps de production, parce que je le dis comme ça, aujourd'hui on paye beaucoup uniquement de temps de production, mais aussi du temps de formation, du temps de réunion, du temps de tutorat, bref, un temps qui intègre toutes les dimensions de l'activité et pas uniquement du temps productif chez les personnes. Donc voilà, je fais pas, vous voyez que je ne sors pas le genre comme une cause, mais plutôt comme la conséquence de ce modèle de travail qu'on souhaite évoluer, on souhaite voir évoluer. Merci beaucoup, Tommy. Alors évidemment, on affleure comme ça les sujets et ce sont des axes de travail à part entière, à la fois pour l'ensemble des partenaires aujourd'hui et puis pour les structures, notamment dans un contexte où les problématiques d'attractivité se posent très fortement. Je vais passer la main à Cindy, peut-être voir s'il y a des questions et comment est-ce qu'on peut y répondre. Merci Perrine. Alors j'avais noté quelques questions, notamment pour Jason. Pardon d'avoir écorché ton nom. Donc des questions auxquelles tu as répondu au fil de l'eau. Alors pour ceux qui ne sont pas connectés au flux de remarques et questions, il y avait une question notamment concernant la possibilité d'utiliser la réalité virtuelle pour sensibiliser notamment les personnes qui pourraient s'orienter vers ce secteur-là. Donc, Jason, tu évoquais la possibilité tout à fait d'utiliser cet outil pour faire découvrir les métiers. Avec le seul point de vigilance également, que là, on est dans un outil qui avait une visée formative. Donc, on a représenté des situations problèmes. Donc, dans une optique de sensibilisation aussi, ça demande quand même à voir les contenus, parce qu'on n'a pas les mêmes enjeux derrière le jeu des situations. Et là, on est quand même sur des situations problématiques. Donc après, le risque aussi, c'est de montrer que les situations où ça se passe parfois mal et comment les gérer. Donc voilà, c'est aussi sur les contenus qu'il faut faire attention par rapport à cet enjeu de sensi. Mais oui, c'est tout à fait possible. On avait aussi une question sur l'intégration des émotions dans la réalité virtuelle, où tu évoquais que oui, c'est possible d'intégrer les émotions, notamment avec des émotions de base. Est-ce que tu peux développer aussi un peu ça ?
Alors, on n'est pas au niveau des émotions, on n'est pas sur du studio Hollywood ou autre, mais en tout cas, en réalité virtuelle, vous avez la possibilité de coller des émotions aux personnages virtuels, aux personnages fictifs. Donc là, nous, en l'occurrence, c'était Madame Tilleul, on n'avait qu'un seul personnage, mais on pourrait très bien jouer une situation où vous avez un proche qui est en colère pour certaines raisons, et d'attribuer des émotions au visage de ce personnage virtuel, exactement comme on le voit dans les films d'animation ou dans les jeux vidéo, avec voilà, un peu moins de réalisme quand même, puisqu'après, c'est pareil, hein, je vous invite également à aller voir un concept qui s'appelle la vallée d'étranges. En réalité virtuelle, plus les personnages ressemblent à un vrai humain, plus ça peut provoquer un sentiment de malaise chez les personnes. Donc l'enjeu à travers ces technologies aussi, c'est pas tant d'être dans le réalisme, mais dans la pertinence. Donc on peut très bien représenter juste voilà, les 4 émotions de base. Si la personne est en colère, ben voilà, elle va froncer les sourcils, etc., etc. Et pour poursuivre sur le lien avec la réalité des situations, il y a eu aussi une question autour de, mais finalement, dans cette réalité virtuelle, on peut aussi peut-être se rendre compte qu'il y a des manques ou des carences en matière notamment de santé, sécurité, de port de pays, dans les situations réelles de travail. Voilà. Et qu'est-ce qu'on en fait finalement de ces écarts entre le virtuel et la réalité? Bah, c'est justement un des 3 scénarios aborde la question de l'usage du matériel pour le transfert des bénéficiaires. Et dans cette situation en particulier, la lanière qui permet justement de transporter la personne est défaillante, donc elle est déchirée. Donc ce qui pourrait renvoyer au manquement d'organisation en lien voilà, avec la maintenance des équipements, la mise à disposition. Après, encore une fois, un petit point de vigilance. Il faut vraiment voir ces formations en réalité virtuelle comme des pièces de théâtre dans lesquelles on vient jouer des situations pour derrière produire de l'échange. Voilà, de l'échange autour des pratiques, qu'il y ait une réflexion autour des pratiques individuelles, collectives et de l'organisation. Donc il faut que ça serve pas uniquement à pointer du doigt une défaillance, un manquement, une contre-pratique, mais que ça vienne participer à la construction de choses derrière. Et alors peut-être, Jason, une dernière question pour toi concernant le déploiement dans la région de ce type d'équipement. Alors ça, c'est l'après-projet. En fait, le projet s'est terminé en 2021. Donc, on était sur un prototype, hein, un démonstrateur. Comme je disais, on voulait voir si le pari de la réalité virtuelle fonctionnait sur le secteur des services à la personne. Le pari fonctionne plutôt bien parce que les résultats sont très intéressants. Maintenant, dans ce premier projet, on était juste sur le développement d'un prototype. On a juste une seule plateforme de réalité virtuelle. Et le problème, c'est que la technologie évolue très rapidement. Donc là, en 3-4 ans, finalement, la technologie qu'on a utilisée à l'époque, elle est quasi obsolète. Aujourd'hui, il y a des nouveaux casques qui existent, des casques autonomes sans ordinateur, dans lesquels on peut immerger 4 personnes en même temps. Enfin voilà, il y a des choses qui se sont développées. Aujourd'hui, on est aussi sur un contenu, on n'a que 3 histoires, 3 scénarios, puisqu'on était dans une optique d'expérimentation. C'est l'objectif de demain, de passer à cette question de diffusion en développant de nouveaux contenus, en utilisant de nouveaux casques plus performants, en optimisant un petit peu ce qu'on a pu développer. Donc là, en l'état aujourd'hui, l'outil n'est pas diffusable. Voilà, il n'y a pas assez de contenu, on est sur une ancienne technologie qui a 3 ans. C'est horrible de dire ça, mais c'est le cas dans ce domaine. Par contre, voilà, c'est le but de demain, hein, se servir de ça pour transformer l'essai. Ça donne les perspectives de demain. Alors, une dernière question avant de passer la parole à Perrine pour conclure ce webinaire. Monsieur Asfouri, il y a une question qui nous a été posée sur l'éventualité d'un site Internet où on peut retrouver des informations concernant le hub emploi pour connaître l'ensemble des actions qui sont proposées dans le cadre de ce hub. Et s'il y a un lien peut-être à mettre dans le flux de remarques pour les participants. Oui, effectivement, il existe un outil à la région qui s'appelle Cèdre, que certains partenaires connaissent très bien, même si c'est un outil en fait de communication interne et de stockage en fait de données. Un partage sur certaines données peut être organisé avec les partenaires de la région sur ces thématiques. Est-ce que je peux me permettre, Oui, bien sûr. parce que du coup, on parle un petit peu
d'outils virtuels, etc. Et ça me fait penser comme ça, si je profite un petit peu de l'espace, puisque on parle d'activités non délocalisables, hein, c'est ce que disait Madame Delemotte ce matin en introduisant le sujet. Par contre, je pense que pour le secteur, ce segment d'activité, il y a un risque de digitalisation qui n'est pas négligeable sur la mise en relation de services entre des personnes et des bénéficiaires. Je renvoie un peu le sujet, je pose plutôt une question. Si dans le secteur d'activité, dans les branches ou autres, il y a une réflexion sur ce risque que de la plateformatisation du travail sur ces activités qui sont des activités de service et qui se plateformatisent plutôt de manière… aujourd'hui, ça ne se fait pas, mais dans d'autres secteurs d'activité qu'on ne pensait même pas il y a encore 6 ou 7 ans, ça se fait plutôt bien. Voilà. Oui, c'est juste dans les enjeux pour le futur, quoi. Alors, parfois, le futur arrive très vite, mais c'est juste. Pour conclure, parce que voilà, ça fait 1 heure qu'on est ensemble et on est arrivé à 12h30, qui était l'heure voilà, sur laquelle on s'était engagé, peut-être juste repréciser que effectivement, il y a un enjeu fort à la fois pour la RACT, pour la DRET et puis pour l'ensemble des acteurs de santé au travail qui étaient présents ce matin. Alors, dans ce webinaire-ci, mais aussi dans les précédents webinaires, un enjeu pour nous tous de rester en soutien au secteur, aux évolutions du secteur, à essayer de répondre ensemble à ces problématiques. J'ai pas dit, Tommy, que évidemment Pôle Santé Travail, comme les autres services de santé au travail, étaient aussi à disposition des structures pour les accompagner. Voilà, sur les questions qu'on a évoquées depuis ce matin. Peut-être préciser, je pense que ça a été mis dans le chat ou dans l'onglet questions, je ne sais pas, préciser que la CARSAT également, hein, qui n'est pas présente là autour de la table, qui était présente juste avant, peut aussi aider, accompagner, former, et donc dispose d'une offre. Normalement, vous avez le lien dans le fil de discussion. Et voilà, et pour terminer, nous, ce qui nous semblait important, et je trouve qu'on l'a bien vu au regard des échanges, des témoignages des 3 intervenants, c'est tout l'intérêt qu'il y a à mailler ce qui parfois est pensé de façon un peu segmentée, c'est-à-dire les actions d'une part emploi-formation et d'autre part celles qui sont plutôt dédiées aux questions de santé, qualité de vie au travail, les conditions de travail. On voit que c'est extrêmement lié. Et que, et du point de vue des partenaires au niveau régional, mais aussi du point de vue des actions dans les structures, on a tout intérêt à essayer de mailler ces 2 niveaux et ces 2 registres d'action. Voilà, et terminer pour vous dire qu'on sera à l'écoute pour échanger. Pour ceux qui sont inscrits, on pourra continuer à échanger cet après-midi lors des ateliers. Et profiter évidemment pour remercier nos 3 participants du webinaire. Merci beaucoup, merci à vous et pour les temps de présentation et pour les temps de préparation. Et merci également à l'ensemble des partenaires de cette journée que vous voyez ici affichée. Merci beaucoup. Alors, rendez-vous à 14h pour les participants aux ateliers Zoom de cet après-midi. Et juste aussi une dernière information, un replay des 3 webinaires sera disponible à partir de lundi sur notre chaîne YouTube. Et les échanges de cette journée donneront lieu à une publication qui vous sera envoyée également. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir.